gens ont perdu la confiance en la Guinée. Même de façon naturelle, si vous avez 50 000 ou 100 000 $, vous demandez conseil à quelqu'un, il va vous demander de prendre la moitié au moins pour le mettre quelque part dans un pays voisin ou à l'étranger. C'est devenu un réflexe et c'est un mauvais réflexe parce que nous perdons confiance en notre pays. Et nous sommes un pays où il y a une diaspora très forte à l'étranger, mais qui, pour des raisons quelquefois compréhensibles, quelquefois incompréhensibles, n'aspire pas beaucoup à retourner et se réinstaller. Et c'est une perte des forces vives de la nation. Nous vivons actuellement cette situation avec la vague de sortie des jeunes, les bras valides pour le développement, qui pensent à prendre beaucoup de risques vers le Nicaragua, enfin, sur la route des États-Unis pour l'immigration clandestine, et vers l'Europe par le fait du désert, par le fait de la Méditerranée. Ce sont des choses, entre autres, qui sont traitées dans le premier livre, dans la première partie du livre, en termes d'engagement pour encourager les uns et les autres à prendre suffisamment conscience que ce n'est pas en restant à l'écart qu'on peut changer les choses et qu'il est nécessaire de s'impliquer pour inverser la tendance. Le deuxième point dont je vais parler, c'est la question mémorielle, qui est une question centrale dans la vie politique et sociale de la Guinée, mais qui est souvent négligée. Je suis parti d'une interrogation simple. Comment avons-nous appris notre histoire? Pour ceux d'entre vous, comme moi, qui avons étudié en Guinée, si vous faites des recherches poussées maintenant avec de la maturité et du recul, vous allez vous rendre compte que ce qu'on nous a enseigné, pour le peu qu'on nous a enseigné à travers nos manuels scolaires, a été une large tromperie. L'histoire politique de la Guinée a été racontée de façon tronquée. Il y a eu certains qui ont été héroïsés tandis qu'ils ne l'étaient en rien. Et il y a d'autres qui ont été marginalisés, écrasés, méprisés, parce que simplement on a mis une couche de mensonges sur leur vie. Et c'est ce qui a été retenu par beaucoup d'entre nous, ce qui fait que beaucoup de nos concitoyens développent de la haine gratuite vis-à-vis de certaines personnes parce que leur rôle n'a pas été correctement restitué dans les annales de l'histoire. Et aucun pays au monde ne se développe lorsque sa version de l'histoire a été un mensonge. Il faudrait que les gens aient du courage de se regarder en face. L'histoire n'a pas de brouillon. Ce sont les faits qu'il faut raconter. Et mon interrogation par rapport à cette problématique, lorsque j'ai croisé un certain nombre de sources, une question de bon sens, je me suis rendu compte qu'après l'indépendance, le PDG, dirigé par Feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, a décidé que tous ceux qui n'étaient pas en phase avec son idéologie, qui n'étaient pas en phase avec lui et ses collaborateurs, ne méritaient pas une place respectable dans l'histoire, dans la rédaction de l'histoire de notre pays. Ils ont fait rédiger l'histoire à leur façon, ils ont raconté les choses qu'ils ont voulu. J'ai un jour posé une question à certains de mes étudiants, en leur disant, en leur donnant quelques noms. Est-ce que vous connaissez Mamba Sano? Est-ce que vous connaissez Karim Bangoura? Est-ce que vous connaissez Yawadou Bari en dehors du nom? Qu'est-ce que vous savez de Yassine Diallo? Qu'est-ce que vous savez de Komandian Keïta, de Framoy Berete, de Amara Souma? Je garantis que beaucoup d'entre nous ne savent pas beaucoup de choses de ces personnalités. Alors moi, j'étais très ému le jour de la sortie de mon livre, et puisque je ne les avais pas invités, dans la salle, il y avait des petits-enfants de certains parmi les grandes figures que j'ai citées, parce qu'ils ont lu le livre. Ils m'ont dit pour une première fois, un homme public de votre rang a ressorti ce que nos parents ont fait aussi pour notre pays. Et pourtant, ceux-ci ont été effacés de la mémoire collective par le fait de l'histoire rédigée par les vainqueurs politiques, en l'occurrence le PDG qui avait accédé au pouvoir
au début des années 60, après l'indépendance. Alors, de fur et à mesure que cela a continué, tous les faits tragiques carrément ont été soit niés, on ne nous parle pas du Kambouaro dans nos manuels scolaires. Il n'y a aucun détail que vous verrez. Ce sont les rapports internationaux qu'on cherche à nier à tout moment. On ne nous parle pas des crimes sous Lansana Conté. Ce sont des rapports internationaux des médias qui en parlent. Sous Alpha Condé, heureusement, que notre génération a beaucoup documenté. C'est ce qui a fait que le sens du combat qu'on a mené au temps du FNDC a été quelque chose de salutaire, parce que lorsqu'on menait le combat, on a pensé à documenter la plupart des actes qui étaient posés pendant cette période. Et dans mon livre, j'ai projeté la Guinée de 2051. Je vous invite à le lire, vous verrez. Pour moi, il était important qu'en tant qu'acteur de premier plan dans la lutte contre le troisième mandat et tous les crimes commis par le régime d'Alpha Condé, il fallait en parler en temps réel et au moins documenter ça, parce que nous disparaîtrons tous un jour, pour qu'au moins que des traces restent. Parce que sinon, les mêmes qui sont les laveurs de cerveau, qui sont les menteurs de l'histoire, seront capables dans 10 ans, dans 20 ans, de nous faire croire que Alpha était un ange. Que c'est plutôt les gens qui racontent du n'importe quoi sur ces régimes et ces crimes, étant donné que nous les avons vécus. Parce qu'après Sékou Touré, il y en a eu des gens jusqu'à présent qui vous font croire que tout ceci était faux, c'était des complots contre la Guinée, on a menti sur son régime, on a fait ça et ça. On pouvait faire croire que les frontières que Alpha a fermées, c'était un complot qui devait venir du Sénégal, des histoires comme ça et tout. Mais si on ne dit rien, si on se tait, on n'écrit pas, on n'explique pas, on ne laisse pas de traces, finalement c'est le mensonge, plus il est répété, plus il devient la vérité dans la tête des gens. C'est ce qui est arrivé dans notre pays. Et sans la question mémorielle, tant qu'elle n'est pas traitée, les mêmes crimes vont continuer. Parce que sur les questions des crimes en Guinée, nous avons eu deux problèmes majeurs que nous continuons d'avoir. Le fait que les gens n'en parlent pas et le fait qu'il y a toujours eu une garantie d'impunité pour tous ceux qui les ont commis. On pense que dans notre pays, il suffit que quelque chose se passe et qu'on se retrouve, on fait du salam alek, on dit on s'est réconcilié. J'ai visité le musée, le mémorial du génocide à Kigali lors de mon dernier séjour au Rwanda, lorsque je suis parti recevoir le prix africain du mérite et de l'excellence. J'ai écrit même un bulletin. Je suis en train d'écrire quelque chose de plus vaste par rapport à ce que j'ai vécu. Mais il y a eu des horreurs. On a vu ce qui s'est passé avec l'Allemagne, avec le régime nazi. On a vu le procès de Nuremberg, on nous en a parlé. Aux États-Unis, les crimes racistes, les crimes à caractère discriminatoire. Mais chez nous, dès que tu parles, parce que tu as peur, les gens ont peur. Dès qu'ils en parlent, ils se disent oui, les autres vont commencer à dire que je suis ethno. Ce n'est pas une histoire d'ethno. C'est une histoire de fait qu'il faut raconter. Si quelqu'un pense que ce que tu dis n'a pas de sens, qu'il t'apporte des preuves contraires et vous débattez, vous discutez. Mais la stratégie de dissuasion que ceux qui ne veulent pas qu'on en parle, c'est cette stratégie de manipulation qui consiste à te dire n'en parle pas, sinon les autres vont penser ça de toi. C'est sans prétention. Je suis l'un des rares politiques qui est très à l'aise sur cette question. Ce que je pense, je le dis parce que je pense que c'est important pour mon pays. Peu importe ce que quelqu'un pense pour moi. Moi, je ne suis pas venu pour séduire hypocritement un électorat qui consiste à dire si tu dis ça, les autres ne vont pas t'aimer, ils ne vont pas. On n'est pas venu au monde pour être aimé. On est venu pour être utile. Même les prophètes qui ont servi au nom de Dieu, ils n'ont pas tous été aimés. Dieu lui-même, il n'est pas aimé de tous ses créateurs. Il y a d'autres qui le contestent. Il les a créés femmes et ils disent qu'ils vont devenir garçons. Il leur a demandé de prier et de le connaître. Ils refusent, ils ne prient pas. Mais il ne les tue pas pour autant. Mais il les attend là où ils doivent aller, parce que cette destination-là, personne ne peut y échapper. Là-bas, ils vont discuter. Moi, je ne suis pas là pour demander à être aimé par tel ou tel. Je suis là pour être utile pour mon pays.
Et c'est pourquoi, parce que c'est sans arrière-pensée, c'est sans calcul autre que l'intérêt de mon pays, c'est pourquoi j'aborde ces sujets sans aucun complexe. Parce que ne pas le faire serait hypocrite. Et notre pays a besoin que ces sujets soient abordés. Parce que la question dont on parle de réconciliation nationale et autres, vous ne pouvez pas traiter ces sujets si vous refusez de toucher la plaie par le doigt. Donc, dans mon livre, en toute responsabilité, j'ai abordé la question mémorielle tout en posant une série de questions et tout en projetant de quelle façon, en tant que responsable politique, dirigeant d'un parti, comment nous comptons au modèle aborder cette question mémorielle qui est au centre de nos préoccupations. Alors, dernière partie que je vais aborder pour le livre, parce que l'objectif, si je parle de tout son contenu, c'est comme si je vous avais montré un film que vous devez télécharger, peut-être pour voir sur Netflix. Donc, je vous laisserai le lire vous-même et voir ce qu'il y a comme détail. Mais en attendant, le troisième élément, c'est la question des institutions politiques dans notre pays et de la gouvernance. Il y a une partie où j'ai posé la question à savoir, la Guinée aurait-elle un problème de constitution ou un problème de grandeur de ses dirigeants? Parce que la question est d'actualité. Alors, moi, ma position, elle est simple. La Guinée n'a pas de problème de constitution. Je vous donne une preuve, et la plus récente. En 2020, et je l'ai dit dans le livre, de prendre conscience que le fait d'être élu, en dépit des conditions qui sont toujours discutables, des conditions d'élection, d'être élu en 2010, d'être réélu en 2015, d'avoir prêté 2 fois serment sur une constitution sacrée, ou supposée l'être, et s'il avait le sens de l'honneur et de la grandeur, en 2020, imaginez un seul instant, s'il avait tenu un discours de grandeur pour dire que malgré toutes les tentations, malgré toute la propagande autour de lui, qu'il tient à respecter la constitution qu'il a fait élire et réélire dans sa lettre et dans son esprit, et qu'il sera garant de l'organisation d'une élection libre, transparente et inclusive pour que les Guinéens puissent choisir celui qui va continuer le travail qu'il a commencé et qu'il va offrir à la Guinée pour une première fois dans son histoire l'alternance politique entre un président élu sortant et un président élu entrant à qui il va passer les rênes du pouvoir. Imaginez un seul instant s'il avait tenu un tel discours. Ça nous aurait évité le coup d'État en cours. Ça nous aurait, aucun militaire n'aurait eu le courage et la force de faire un coup d'État si Alpha n'avait pas fait son 3e mandat. Il a contribué à nous mettre dans cette situation-là. On pensait qu'on était allé à un niveau encore plus élevé, mais si nous étions à 9, il nous a ramenés à 1. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de nous battre encore dans une histoire de transition. Et parce qu'il a manqué de grandeur, comme certains dirigeants d'autres pays l'ont été. J'étais à Dakar le jour où Macky Sall a fait son discours sur cette question de 3e mandat dont on parlait au Sénégal. Ce jour, j'étais là. À la veille de ce discours, je rencontrais quelques personnes. Il y avait une certaine psychose. Les gens se demandaient qu'est-ce qui allait se passer. Lorsque le discours a été tenu, dans l'après-midi, j'ai rencontré des personnes et en soirée. Ça a tellement détendu la société sénégalaise, ça a tellement enlevé la peur. Et tout de suite, l'espoir est revenu. On aurait eu un effet 10 000 fois plus important que celui-là parce que pour la première fois, le monde entier allait regarder la Guinée célébrer la passation du pouvoir entre un président sortant et un président entrant sans qu'un militaire ne soit capable de rentrer dans le jeu. Alors, est-ce que c'est la constitution de la Guinée qui est un problème? Ou bien ce sont les dirigeants guinéens qui ont manqué de grandeur parce que la constitution, dans tous les pays du monde, une constitution reste théorique. C'est un ensemble de textes qui expriment une volonté de vivre ensemble et de faire des choses, en fait, de construire une société. L'Amérique célèbre plus les pères fondateurs de l'Amérique
que la Constitution américaine elle-même, parce que c'est la grandeur des pères fondateurs qui a donné du sens à la Constitution des États-Unis. Si on veut, on peut faire rédiger 10 000 constitutions. Peut-être qu'un pays peut même nous prêter une constitution de valeur. Si on n'a pas de grands dirigeants, ils vont faire de ça un chiffon pour leurs petits intérêts. Le problème de la Guinée n'est pas un problème de constitution, c'est un problème de grandeur de ses dirigeants. Je l'ai expliqué dans le livre pour montrer encore une fois l'intérêt que nous avons lorsque des grandes personnes ne veut pas dire la taille, l'argent ou je ne sais quoi d'autre, mais la grandeur par le fait de la maturité, le fait d'être capable de s'élever plus haut pour mettre de côté ses petits intérêts mesquins, avoir le sens de l'honneur, vouloir être dans l'histoire, ce sont des choses qui nous ont beaucoup manqué. Et les Guinéens veulent ça maintenant. Ils ambitionnent des dirigeants qui veulent entrer dans l'histoire, pas des dirigeants qui sont pervers, qui sont fainéants, qui ne pensent qu'à leur nombril, qui pensent simplement à faire les choses pour eux-mêmes ou pour leurs copains. Et cette ambition, nous devons la porter. C'est nous qui devons la construire en s'engageant plus grandement pour que notre pays ait ses dirigeants afin que la Guinée puisse aller sur une trajectoire du développement économique et social dans la paix et la quiétude. Alors, ce sont ces trois dimensions que j'ai voulu aborder parlant du livre. Vous me permettrez de passer à la deuxième phase de mon intervention avant que vos questions ne viennent aider à toucher peut-être d'autres dimensions, parce que nous souhaitons un débat véritablement interactif entre nous, parce que ça nous permettra d'avoir votre perception de beaucoup de choses que nous faisons ou que nous ne faisons pas. Alors, c'est la situation de la transition en cours. Je sais que vous suivez tous, matin, midi et soir, ce qui se passe en Guinée. Je n'aurai pas la prétention de vous apprendre ce que vous ne savez pas. Mais je vais essayer de dire ce que je pense d'un certain nombre de points en rapport avec la transition. Elle a démarré le 5 septembre 2021 dans un contexte où les Guinéens étaient fatigués des dérives du régime d'Alpha. Mais dès les premières heures, certains d'entre nous ont fait preuve de lucidité pour dire qu'il faudrait évaluer cette situation, sachant bien que ceux qui se sont déclarés nouveaux dirigeants, parce que c'est un auto-investissement, nous ne sommes pas des élus, nous savions qu'ils ne sont pas tombés du ciel. Ils sont tous issus des entrailles du même régime, quoi qu'il en soit. Alors, il fallait faire preuve de prudence pour regarder de près qu'est-ce qui allait se faire. Des contacts ont été établis, des discussions ont été menées. La classe politique dans son ensemble et les acteurs sociaux se sont rendus disponibles pour aider autant que possible la transition à travers les idées et les propositions. Le modèle en particulier a présenté plusieurs mémorandums qui sont en rapport avec le processus électoral par lequel on sort de la transition. Il n'y a pas 2000 chemins par lesquels on passe pour sortir de la transition. Une situation de transition est venue pour consacrer le passage d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Revenir à la normalité, ça veut dire revenir à l'ordre constitutionnel. Ça, c'est classique, c'est la définition elle-même. Nous avons aujourd'hui des gens qui se sont autodésignés refondateurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent refonder. Mais ils se sont autoproclamés. Ça refonde avec beaucoup de slogans. Nous avons beaucoup de pancartes, culte de personnalité. Excellence nous a aidé à avoir de l'oxygène. Dieu merci, il est tombé du ciel. C'est lui qui a fait respirer la ville de Macenta. On était tous, etc., etc. Vous savez, c'est lui qui a sémé les germes de la démagogie en Guinée, a réussi. Parce que ça a tellement poussé et c'est partout. C'est rentable en fait, même si c'est indigne. Mais ça permet aux gens de gagner leur pain parce qu'il y a certains qui veulent simplement manger, quel que soit ce qu'on va dire d'eux. Mais ceux-là, il faut travailler à les mettre à l'écart. Parce qu'à force de manger tout et n'importe quoi, on finit par s'intoxiquer alimentairement et on s'étouffe. Nous voulons avancer avec des personnes qui sont conscientes
qu'il faut d'abord préserver son honneur et sa dignité. C'est extrêmement important. Alors, au fur et à mesure, la transition, au lieu d'avoir cette vocation à ramener le pays dans l'ordre constitutionnel, au bout de 2 ans, je crois qu'on en fait un bilan, on se rend compte que ce n'est pas leur priorité. Ils ont élaboré un budget, seuls, comme ils l'ont fait avec la charte, comme ils ont fait avec tout le reste. Ils gèrent la transition de façon solitaire. À un moment donné, ils ont fait un semblant de dialogue, mais en réalité, c'était un forum pour réunir les gens, les entretenir en coulisses, leur promettre des choses. Ils sont sans représentativité, sans respectabilité. Et puis tout de suite, on fait valider avec quelques images. On dit ça, c'est le chronogramme de la transition. Le modèle n'en fait pas partie. Nous avons travaillé à la reconstitution des forces vives de Guinée. Au bout d'un moment, le même dialogue qu'on disait ne pas être bon, que d'autres défendaient, la transition est parvenue à créer à la fois sa mouvance et son opposition. Ce qui n'est pas un miracle en Guinée, mais c'était quelque chose qu'il fallait éviter. Au bout de quelques mois, je crois que chacun a pris conscience que même ceux qui étaient allés dans ce dialogue se sont fait rouler dans la farine parce que les résolutions issues de ce dialogue aujourd'hui ne sont ni respectées, ne sont pas respectées ni de près ni de loin. De sorte que nous sommes dans une situation d'inquiétude et d'incertitude. Parce que le délai de 2 ans, ce qui devait être fait au regard de toutes les propositions qui ont été formalisées, je vous garantis, cette transition par rapport aux autres qu'on a eues derrière nous, elle a eu plus de chances que toutes les autres transitions pour réussir, si toutefois il y avait de la bonne foi. Mais puisque la bonne foi a manqué, l'envie de réussir a manqué, on est resté dans la roublardise, dans la manipulation, on se croit plus intelligent, on se croit plus fort, on pense que... Quelqu'un a dit, je ne sais plus quel penseur, qu'on peut tout faire avec une baïonnette sauf s'asseoir dessus. Et je crois qu'il ne faut pas prendre certains risques parce qu'on est trop suffisant. Alors, on en est, après 2 ans, il n'y a pas d'acte tangible qui soit posé dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel. Les voix commencent à s'élever pour s'inquiéter. Non seulement au niveau interne, mais aussi au niveau externe. Tout le monde avait souhaité que cette transition réussisse pour qu'elle soit au moins la dernière de l'histoire de notre pays. Mais le processus électoral par lequel on devait sortir de cette transition, je l'ai dit ailleurs, je le répète ici, c'est l'équivalent des rails pour le train. Lorsque le train quitte les rails, quel que soit ce qu'on fera, on dira toujours ramener le train sur les rails. On ne dira pas déplacer les rails vers le train. Donc la transition finira par revenir sur le processus électoral. Ce n'est pas le processus électoral qui ira vers la transition. Et le risque d'un glissement de ce calendrier est très élevé. Et cela pourrait générer des conséquences fâcheuses en termes de stabilité politique et sociale pour notre pays. Parce que la remise en cause de la parole donnée, par le fait de la manipulation de la politique politicienne. Aujourd'hui, vous entendez, nous luttons contre la corruption. Ça donne envie de rire parce que la présidence est un guichet de distribution de cadeaux. Les ministères, c'est un guichet de distribution de cadeaux. On distribue les décrets à tout bout de champ. On ne sait plus c'est quoi la portée, qu'est-ce que ça signifie. On donne des véhicules et d'autres biens matériels. Et le train de vie des dirigeants qui sont là, et c'est tellement flagrant, on les connaissait tous. Beaucoup d'entre eux étaient hier avec nous. Même le salaire qu'on peut avoir en Guinée en moins de 2 ans, ça ne peut pas faire de vous un millionnaire en euros, en plus de tout le défilé de mode qu'ils appellent Conseil de ministres. Donc, d'enlisement, des risques d'instabilité pour notre pays, c'est ce qui fait que nous avons tous le devoir et l'obligation de prendre conscience de cet état de fait et de se réunir pour se lever, pour ne pas que notre pays retombe encore dans les travers de son passé. Alors, je crois que je vous laisserai la parole pour éventuellement des questions. Peut-être la troisième partie de mon intervention, si le temps me permet, va détailler un tout petit peu, ne serait-ce que 4 ou 5, enfin 3 ou 4 éléments importants de la vision du modèle pour le développement économique et social de notre pays. Je vous remercie pour votre attention.